Chers amis internautes, bonsoir. C'était une belle chanson, non? Une chanson d'Ibrahim Abdullahi, connu sous le nom de Doudou. Un artiste talentueux qui est mort dans la fleur de l'âge. Il a été assassiné par des clandestins. Cette chanson a été reprise, et encore cette fois reprise par Alido, notre artiste qui nous fait ce plaisir depuis le Canada. Merci Alido, merci encore. Aujourd'hui, chers amis, je vous propose un voyage, une aventure intellectuelle dans le domaine de la politique. La politique, cette partie que nous allons aborder, cette quatrième partie du programme, était intitulée autrefois la politique. C'est le programme français, c'est toujours le cas. La politique, attention, désigne cette activité qui n'est pas réservée à une classe, d'accord, qui a entre ses mains le destin du peuple, mais c'est l'activité de tout individu qui évolue, qui vit dans la cité. Le mot politique vient du grec. Polis veut dire cité. Politique alors veut dire citoyen. Un citoyen est un individu qui vit non seulement dans la cité, mais qui est conscient d'appartenir à une cité dans laquelle il exerce librement ses droits et ses devoirs. Mais dans le programme français, cette partie est intitulée politique. Mais pour nous, les Djiboutiens, nous avons préféré, d'accord, comme titre de ce champ de réflexion, les vivre ensemble. Au lieu de la politique, les vivre ensemble. Attention, encore une nouvelle fois, les vivre ensemble ne doit pas être confondu avec le concubinage. Au sens familier, nous utilisons ce mot pour désigner une relation entre deux adultes qui vivent ensemble, mais qui ne sont pas mariés. D'ailleurs, cette pratique est interdite par notre religion musulmane. C'est le concubinage. Mais les vivre ensemble dont on va parler aujourd'hui, que nous allons aborder, parce que c'est la quatrième partie de notre programme de philosophie, d'accord, désigne la vie en société. La vie en société. Qu'est-ce qui rend, la grande question à laquelle nous allons tenter de répondre est de se demander qu'est-ce qui rend possible la vie en société? Parce que dans une société, il y a des communautés. Parce que dans une société, il y a des différences. Parce qu'une société se définit comme étant un ensemble des individus justement soumis à des institutions, à des lois. Mais est-ce que les lois suffisent? Dans cette partie du programme, dans ce champ de réflexion, nous allons étudier 4 notions que nous allons recouper en 2 chapitres. Le premier chapitre, comme vous le voyez ici sur les tableaux, c'est la société et l'État. Nous allons non seulement étudier 2 chapitres, mais montrer les rapports très étroits qui existent entre la société et l'État. Avant de commencer à orienter le débat, nous allons toutefois essayer de montrer la relation qui existe entre le thème général, les vivre ensemble, et le chapitre, c'est-à-dire la société et l'État. Et ensuite, le deuxième chapitre sera la justice et les droits. Parce qu'il y a droit que s'il y a justice. Parce qu'il y a vivre ensemble, vous voyez, vivre ensemble que s'il y a une justice qui est considérée comme étant cette institution, d'accord, qui reconnaît à chaque individu, justement, son droit. Donc, qu'est-ce que... Chers amis, nous allons tout d'abord étudier la société, qu'est-ce qui constitue son avènement, et ensuite orienter, justement, converger vers la problématique de l'État. Mais avant de comprendre qu'est-ce qu'est la société, il va falloir mettre l'accent sur la petite différence qui existe entre la société et la communauté. Parce que dans le langage familier, nous avons tendance à les confondre. Oui, c'est des groupes. La communauté est un groupe, des individus si vous voulez. La société est un groupe, des êtres qui vivent ensemble, qui ont décidé de vivre ensemble. Mais nous allons aussi essayer de comprendre la relation entre l'individu et la communauté. L'individu est un être, d'accord, qui vit pour lui-même, qui n'a pas eu besoin d'autres gens pour exister.
Mais tout ce qu'il fait, il le fait pour lui. Or, lorsqu'on vit dans une société civilisée, comme la nôtre, civilisée au sens où l'individu est égoïste par nature, va chercher justement à faire passer son intérêt avant l'intérêt du groupe. Comment va-t-il pouvoir vivre avec les autres si justement il est habité par des tendances parfois qui le met face aux autres? Quelles sont les conditions d'y vivre ensemble? Vous voyez? Pour comprendre l'importance de la société pour l'individu, nous n'allons pas hésiter à faire intervenir un certain nombre de philosophes comme Rousseau, comme par exemple Platon, d'accord, comme par exemple Aristote qui définit l'homme comme étant un animal politique. Et nous n'allons pas encore aussi hésiter à montrer l'importance de l'individu pour la société. Parce que c'est l'individu justement qui constitue le pilier de la société. Parce que la société n'existe justement que par rapport à l'individu. Donc je vais vous proposer un schéma, une genèse qui nous permettra de comprendre le parcours de l'évolution sociale, qui nous permettra justement de rassembler un certain nombre de notions et établir des relations entre eux. La moitié de la genèse, et la voici. L'individu, d'accord, j'ai placé ici, l'individu, la communauté, la société et l'État. Donc nous allons essayer de comprendre la relation entre l'individu et la communauté, en essayant de répondre à la question: quelles sont les raisons qui poussent l'individu à vouloir vivre dans la communauté? Quelles sont les raisons, d'accord, qui fait que l'individu, justement, même s'il quitte une communauté, c'est pour aller vivre dans une autre communauté. Parce qu'un individu ne peut pas exister seul, isolé dans la nature. Parce qu'un individu, justement, est destiné à vivre dans une communauté. Parce que, mais la question, pourquoi j'ai placé l'individu ici? Pourquoi l'individu est antérieur à la communauté? Pourquoi, justement, pour comprendre, d'accord, quelles sont les raisons qui relient l'individu à la communauté? Pour comprendre l'importance de la communauté pour l'individu. Pour comprendre ce que l'individu risque de perdre s'il décide de vivre, justement, seul en dehors de la communauté. Donc là, le premier philosophe, justement, le philosophe de référence, ce sera Jean-Jacques Rousseau, qui va montrer que ce qui pousse l'individu, justement, à vivre dans la communauté, c'est une tendance naturelle. Rousseau est un philosophe naturaliste. D'accord? Aux côtés de Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau a contribué à l'avènement de la Révolution française de 1789. Cette révolution, elle est française, mais elle concerne le genre humain parce que pour la première fois, justement, les hommes se sont rassemblés pour défendre le genre humain, c'est-à-dire pour défendre, d'accord, la liberté. Donc, Rousseau, justement, est un philosophe remarquable parce qu'un siècle plus tard, Kant a salué les travaux de Rousseau parce qu'aux yeux de ce grand philosophe allemand, Rousseau était le premier à avoir traduit en des termes philosophiques les idéaux de la Révolution française. Donc, comme c'est un philosophe naturaliste, il considère qu'il y a une supériorité de la nature, justement, sur l'état de la société. Parce que l'homme, pour lui, est naturellement bon. C'est la société, à cause de cette évolution, justement, qui l'a perverti, d'accord, qui l'a corrompu. Et il a montré, justement, ce qui est très pertinent dans le contrat social de Rousseau. Le contrat social, c'est la référence. C'est le livre dont on va se servir, justement, pour comprendre le rapport entre l'individu et la société. La nature, qu'est-ce qu'est la nature du contrat? C'est le pacte que l'individu a signé avec la société, dans lequel il s'engage à respecter justement les valeurs, d'accord, de la société. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rousseau? Il dit d'abord que c'est la volonté libre qui est à l'origine de ce contrat. L'homme a librement choisi de vivre dans la communauté, contrairement aux animaux justement qui sont condamnés à vivre ensemble. Ce sont les espèces grégaires. C'est quoi une espèce grégaire? Ce sont les animaux qui vivent ensemble parce qu'ils n'ont pas eu le choix, d'accord? C'est la nature, justement. L'animal n'est pas libre. C'est la nature. Comme par exemple le gnou, comme par exemple le loup, comme par exemple les abeilles, d'accord? Si vous voyez une abeille, sachez qu'elle n'est pas, justement, qu'elle n'est pas en train de se promener, elle est au service de sa communauté. Ça veut dire qu'il y a une colonie des abeilles qui n'est pas loin. Donc, les espèces grégaires, c'est désignent les animaux, justement, qui vivent en famille. Et pourtant, les hommes vivent en famille, mais ils ont choisi, d'accord, librement de vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, justement, nous allons encore justifier ce schéma hypothétique. Parce que si on a placé l'individu avant la communauté, c'est une hypothèse. On imagine, parce que ce qu'on imagine n'est pas réel. On imagine que l'individu vit ensemble. On imagine pourquoi, justement, il cherche à vivre dans la communauté. Qu'est-ce qu'il risque de perdre s'il décide autrement? La paléontologie est une science qui étudie les déplacements des primates.
qui nous permet de comprendre comment nos ancêtres ont véritablement vécu. Cette science a toujours montré que les hommes ont toujours vécu ensemble, d'accord? Elle n'a jamais retrouvé l'existence d'un cadavre humain, justement, qui a paraît-il, vécu seul. Donc, les hommes vivent ensemble et nous allons essayer de comprendre quelle est l'origine, quelles sont les raisons véritables qui les obligent, qui les obligent pas, d'accord, qui fait qu'ils choisissent, qui les poussent justement à vouloir vivre ensemble. La première raison, comme nous l'avons noté sur les tableaux, qui pousse l'individu à vouloir vivre dans la communauté, c'est une raison naturelle. C'est Rousseau. Rousseau considère que l'homme est habité par un certain nombre de tendances comme l'amitié, la compassion, qui le pousse naturellement à vouloir aller vers l'autre afin de tisser une relation, d'accord, affective, juste une relation de solidarité, un instinct de solidarité, d'accord, qui fait que Rousseau va dire, par exemple, le climat, les conditions naturelles nous obligent, par exemple, à vivre ensemble. Par exemple, deux familles se retrouvent autour d'un point d'eau. Au départ, va se développer entre eux un sentiment d'hostilité parce que ce sont deux familles qui ne se connaissent pas. Et lorsqu'on ignore quelqu'un, on les craint. Mais après, lorsqu'ils vont se rendre compte qu'ils sont entourés par la nature, d'accord, très violente, la nature hostile, alors ils vont devoir se rapprocher, d'accord, constituer une communauté. Qu'est-ce que la communauté? C'est un ensemble des individus qui vivent ensemble. Qu'est-ce que la communauté? C'est un ensemble des familles. Qu'est-ce que la famille? C'est un ensemble des individus. Qu'est-ce que la famille? Justement, c'est une réalité entre deux individus qui ont choisi de vivre ensemble et qui ont créé justement une petite société, d'accord, en respectant justement les principes de l'engagement. Donc, cette communauté va se constituer à partir du moment où ils vont inventer un certain nombre de valeurs. Donc, par exemple, ce qui fait l'identité d'une communauté, ce qui différencie une communauté d'une autre communauté, c'est la langue, c'est la tradition, c'est le folklore qui les permettra de communier, de vivre ensemble et justement de pouvoir, d'accord, de pouvoir se constituer une communauté. Donc, lorsque les familles, les gens vivent ensemble, Rousseau va dire, naturellement, va se tisser entre eux un sentiment de fraternité qui leur permettra de vivre très proches, d'accord, en harmonie avec la nature, en harmonie entre eux, d'accord. Cette tendance naturelle définit justement, définit ce qu'il y a de plus beau, d'accord, chez l'homme, d'accord, c'est Rousseau qui le dit. Mais avec l'évolution, Rousseau va montrer que l'homme, justement, va se démarquer, d'accord, pour aller vers l'individualisme et l'égoïsme. La notion de compassion, la notion de pitié, la notion d'amitié sera des simples mots d'ordre. Donc, ça, c'est le premier argument utilisé par Rousseau pour montrer l'importance de la communauté pour l'individu. Parce que l'individu, s'il est habité par des sentiments comme l'amitié, ne peut avoir un ami que s'il vit dans une communauté, en rapport à des individus semblables à lui, avec lesquels il partage une identité. Et ensuite, nous allons passer à la deuxième raison. C'est une raison matérielle. Ce Platon, ce disciple de Socrate, c'est celui qui a tout écrit. Nous connaissons Socrate aujourd'hui à travers les écrits de Platon. Platon n'est pas un philosophe matérialiste, mais là, il va montrer que ce qui relie l'individu à la communauté, c'est les profits, c'est le côté matériel. Cet argument sera repris par Éric Veil, qui va montrer, qui va définir justement la société comme étant une communauté de travail destinée à produire des biens et des richesses, dont l'individu est dépendant. Si l'individu veut profiter justement de tous ces biens, alors il doit vivre dans la communauté. Vous voyez ce qu'il y a de paradoxal dans la nature, dans la condition humaine. C'est le fait que l'homme est un être qui a beaucoup de désirs et il est l'être le plus faible, d'accord, le moins équipé par la nature pour pouvoir réaliser tous ses désirs. Il a besoin d'être habillé, il a besoin de manger, il a besoin d'un toit, il a besoin justement, il a besoin de beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il peut à lui tout seul se procurer tous ses biens? Non. Donc s'il désire avoir tous ces biens, alors tous ces produits, alors il doit vivre dans une société, dans une communauté. La communauté est indépendante à l'égard de l'extérieur parce qu'elle produit tout ce dont ils ont besoin. Donc la communauté est formée à partir de plusieurs individus qui sont interdépendants parce que dans une communauté, il y a un médecin, dans une communauté, il y a un chauffeur de bus, dans une communauté, il y a un professeur. D'accord? Dans une communauté, il y a beaucoup de gens qui dépendent les uns des autres. Parce que lorsqu'on vit en communauté, le destin de chacun est lié au destin des autres. Pour Platon, les échanges doivent être considérés comme étant les piliers sur lesquels repose une société. Qu'est-ce que l'échange? Est une relation entre celui qui achète
et celui qui vend. Mais l'échange, justement, n'avait pas cette figure autrefois, parce que l'échange était défini par les trocs. Les trocs, c'est échanger directement des produits. Vous voyez? Par exemple, si j'ai produit des tomates, je ne peux pas me contenter de tomates. J'ai besoin de riz. Alors, je vais aller voir celui qui produit des riz et échanger mon produit contre son produit. Mais pourquoi? C'était une bonne manière. Pourquoi on a passé de l'échange à autre chose? Pourquoi a-t-on inventé la monnaie aujourd'hui qui prétend gouverner le monde, mais qui met le feu entre les habitants? Mais on ne peut pas se contenter d'échanger les produits parce que les produits n'ont pas les mêmes valeurs utilitaires. Parce qu'on ne peut pas échanger certains produits. Donc, on va remplacer les trocs, d'accord, par les lingots d'or, les pièces d'or, la monnaie électronique, etc. L'échange est considéré justement parce que la monnaie aujourd'hui est le moyen qui me permet d'avoir tout ce que je veux et quand je veux, parce que c'est la seule valeur justement qui fera l'interface entre différents produits. La société se définit comme étant, comme je l'ai dit, un ensemble des individus qui travaillent. C'est la société qui me donne du travail. Et grâce à ce travail, justement, les produits sont échangés. Grâce à ce travail, je gagne un revenu avec lequel je peux satisfaire mes désirs pour accéder, d'accord, pour survenir à mes besoins. Donc, pour Platon, l'homme vit dans la société, dans une communauté, parce qu'il ne peut pas survivre, d'accord, en dehors de la communauté. Parce qu'il a besoin de la communauté, d'accord, pour faire face à la violence du milieu naturel. Et ensuite, nous allons passer au troisième philosophe, d'accord, qui est d'ailleurs très pertinent, parce qu'il va, justement, c'est Aristote, le disciple de Platon, le meilleur disciple de Platon, mais Aristote sera l'adversaire le plus coriace de Platon. Ce n'est pas un conflit de génération. Ce n'est pas l'élève qui dépasse son maître, non, c'est des manières, d'accord, de penser le monde, deux démarches intellectuelles dont nous sommes les héritiers. Aristote considère justement que le côté matériel n'est pas, le profit n'est pas la seule raison qui relie l'homme à la société. Non, il va montrer que naturellement, l'homme a besoin de la société parce que c'est la société justement qui lui permettra de développer ses potentialités. C'est la société justement qui lui permettra de devenir, d'accord, un être humain. Comment? Alors, je vous invite justement à étudier, lire le texte que je vous ai proposé. C'est le quatrième document qui se trouve, d'accord, qui se trouve, bien sûr, qui se trouve dans le cours, parmi les documents. C'est le sixième document, d'accord. Vous avez un texte d'Aristote, justement, qui justifie cette formule que vous allez rencontrer un peu partout, une formule très pertinente d'ailleurs, qui définit l'homme comme un animal politique. Eh bien, je vous propose de lire ces textes. On va lire ces textes et essayer de répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il dit, Aristote, à travers ces textes? D'abord, il va définir qu'est-ce que la communauté. Et ensuite, de façon hypothétique, il va montrer ce que celui qui décide de vivre, d'accord, en dehors de la communauté, risque de devenir. Donc, brièvement, je vais vous expliquer, d'accord? Ensuite, peut-être si vous avez des questions, je pourrai revenir sur ces textes. Mais pour Aristote, la société est tellement importante, d'accord, qu'Aristote n'a pas oublié de montrer aussi, dans un autre texte, l'importance de l'individu pour la société. Parce que l'individu est le pilier de la société. Parce que l'individu, justement, est l'objectif, d'accord, de la société. Parce que le but de la société, c'est de viser le bien-être de l'individu. Mais qu'est-ce que d'abord la société? Qu'est-ce que d'abord la société par rapport à la communauté? La question première à laquelle nous allons tenter de répondre, c'est qu'est-ce que d'abord la société? La société se définit comme étant un ensemble des individus qui vivent ensemble et qui sont soumis à des institutions. Alors, qu'est-ce que la communauté par rapport à la société? Quelle différence y a-t-il entre ces deux groupes d'êtres? La société se définit comme étant un ensemble de communautés. La communauté se définit comme étant un ensemble de familles. La famille est un ensemble d'individus. La famille, disait Rousseau, est la société la plus primitive, dont le père, c'est l'autorité, les enfants sont le peuple. Ils ne subissent pas, ils ont des droits, même s'ils sont obligés de respecter un certain nombre de lois imposées par l'autorité représentée par, d'accord, le père. Ils ont des droits, les droits à l'éducation, les droits à la santé, les droits à la protection, ils ont le droit d'être chéris, ils ont le devoir de respecter les coutumes, la tradition et les valeurs. Dans une société, il y a non seulement des lois, mais il y a aussi une autorité qui oblige les hommes à respecter les lois. C'est ça la problématique. Dans une communauté, il y a des lois,
mais il n'y a pas une autorité qui oblige, d'accord, les membres de la communauté à respecter les exigences de la communauté. Parce que parfois, la communauté demande beaucoup à l'individu. Elle lui demande de sacrifier son individualité. Elle lui demande de faire passer l'intérêt du groupe avant son intérêt. Mais non, lorsqu'on vit dans une société civilisée comme la nôtre, l'individu se bat. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour lui. Tout ce qu'il fait, il le fait pour être heureux. Alors comment, justement, obliger l'individu à faire ce qu'il ne veut pas faire? Par exemple, je vous propose un schéma, d'accord, dans lequel je vais expliquer, d'accord, un petit schéma dans lequel je vais expliquer qu'est-ce qu'est la société. La société est un ensemble des individus qui vivent dans une cité. Voilà. Ça, c'est notre société. La société djiboutienne, qui est composée de 3 communautés. La communauté afar, la communauté somalie et la communauté arabe. Comme vous le savez, les gens ne parlent pas les mêmes langues. Donc, chaque communauté a une langue. D'accord? Chaque communauté a une tradition. Chaque communauté, d'accord, a des coutumes. Donc, la communauté afar, par exemple, a un certain nombre de lois, justement, qui doivent être respectées par les membres de sa communauté. S'il y a un problème entre 2 membres, d'accord, de la communauté, bien sûr, on règle ça, d'accord, au moyen de lois traditionnelles. Donc, chez les Issa aussi, il y a des lois que nous appelons couramment Her Issa. Très bien. Chez les Arabes aussi, pareil. Ils s'inspirent souvent de la religion, d'accord? Donc, c'est Sharia, etc. Donc, chaque communauté a sa propre loi, a ses propres valeurs. Donc, il y a, s'il y a différence, un risque de conflit entre les communautés. Oui? Parce que chacun va se rendre. S'il y a un problème entre un Afar et un Somalien, on ne peut pas, justement, comment gérer cette situation. Donc, c'est difficile. Chaque communauté va se replier sur lui-même. Donc, l'absence de dialogue va provoquer un conflit entre les communautés. Dans cette région de l'Afrique, 3 communautés, d'accord, ont vécu dans un rapport de conflit. Il n'y avait pas bon voisinage. Pourquoi? Parce qu'ils ne se comprenaient pas. Donc, lorsqu'on ne se comprend pas, lorsqu'on n'a pas cette possibilité de dialoguer, justement, lorsqu'on ne partage pas des valeurs, justement, le seul moyen de communiquer, c'est la violence. Donc, il y avait conflit. Mais après, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres gens qui n'étaient pas de la région, d'accord, les colons, donc ils ont commencé justement à se rapprocher pour constituer, d'accord, plus qu'une communauté, une société. Lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient une même religion aussi, cela leur a permis justement de se ranger d'un côté pour communiquer. Et grâce à la religion est un langage. La langue n'est pas le seul langage. La religion est un langage aussi, qui leur a permis de communiquer. Parce que la religion, d'accord, impose des lois, d'accord, selon lesquelles il ne faut pas tuer, tu n'as pas le droit de tuer. Alors ils ont commencé à communiquer. Ça, c'est la société djiboutienne. Ce n'est pas très complexe parce qu'il y a des valeurs qui rassemblent, comme par exemple la religion. Mais imaginez, lorsqu'on parle de la société, on parle des différences. Lorsqu'on parle de la communauté, il y a identité. Les gens partagent une valeur qui leur permet de se rapprocher. Mais le problème, c'est que dans la communauté, il y a des lois, mais il n'y a pas une autorité qui oblige les gens à respecter les lois. Alors que dans la société, il y a une autorité. C'est le pouvoir, c'est l'État, c'est le roi, c'est le souverain. Donc nous allons revenir justement, essayer progressivement de montrer comment justement on va aller de l'état de nature à l'état de la société, de l'état de la communauté à l'état de la société, de l'état de nature à l'état de la culture, de la barbarie à la civilisation. Mais si on prend le cas de l'Éthiopie, regardez, dans la société, il y a des différences, il y a une complexité des rapports, parce que lorsqu'il y a des différences, il y a un risque de conflit. Regardez la société éthiopienne. C'est la société éthiopienne. La société se définit comme étant un ensemble de communautés qui vivent dans une capitale, dans une cité, qui convergent vers la cité, d'accord? Et la cité, c'est la capitale, d'accord? C'est le point vers lequel convergent toutes les communautés qui doivent nécessairement habiter en paix. Et qu'est-ce qui rend possible cette cohabitation? Dans cette société, je me souviens, il y a la communauté Afar, on retrouve. Il y a la communauté Somali, on retrouve. Il y a la communauté Oromo, on retrouve. Il y a la communauté Amharique, la communauté Tigré. Peut-être une centaine. Attention, ce ne sont pas les seules communautés. Vous voyez la différence entre ici et là. Il y a la communauté musulmane, en triangle. Il y a la communauté
d'accord, chrétiens. Il y a la communauté juive. Oui, les trois grandes religions monothéistes, c'est le seul pays d'ailleurs où se retrouvent les trois grandes religions monothéistes. Et l'Éthiopie est un pays sacré pour les trois grandes religions monothéistes. Donc, ils sont là. Il y a la communauté des scientifiques, la communauté des économistes, la communauté, par exemple, des homosexuels. C'est une démocratie. C'est des citoyens. Vous ne pouvez pas justement les juger en fonction de leur tendance sexuelle. C'est personnel. C'est des citoyens. Tant du moment qu'ils respectent les lois, ils doivent être respectés. Tolérance, démocratie. Il y a une diversité. Il y a beaucoup de différences. Dans une société, il y a des grands et des petits. Dans une société, il y a des différences matérielles parce qu'il y a des riches et des pauvres. Il y a des différences naturelles parce qu'il y a des faibles et des forts. Dans une société, justement, les gens ne parlent pas la même langue. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de différences, il y a risque de conflits. Comment, justement, la société, quelles sont les conditions que la société va imposer, justement, pour surmonter ces conflits et rendre possible la coexistence des libertés individuelles? Puisque nous avons montré la différence entre la communauté et la société, alors nous allons aussi essayer de mettre l'accent sur la différence qui existe entre la communauté humaine, la société humaine et la communauté animale. L'homme est un être, selon Rousseau, naturellement libre, qui n'est pas soumis ou déterminé par les lois de la nature. Alors, il a la possibilité d'évoluer, il choisit son destin, il est maître de son existence. Ce n'est pas Rousseau qui le dit, c'est des philosophes rationalistes comme la conception partagée par des philosophes comme Hegel, comme par exemple. Donc il n'est pas déterminé par la nature, il est libre. Alors que l'animal n'est pas libre, il devient ce que la nature a fait de lui. Ils sont intégralement, les animaux sont intégralement, ils vivent, ceux qui vivent ensemble, ils vivent ensemble. Ils n'ont pas choisi de vivre ensemble. Ceux qui vivent isolés, comme les chacals par exemple, sont condamnés à être seuls, errer dans la nature, faire face, d'accord? Mais il est équipé de moyens qui lui permettent de s'adapter à la violence du milieu naturel. Or, les hommes, l'homme a une nature. Cette nature ne peut se réaliser justement que dans la cité, en rapport à la société, grâce à la société, grâce aux conditions qu'elle impose. C'est le texte d'Aristote sur lequel nous allons revenir, que l'on doit expliquer. Mais avant cela, bien sûr, ce n'est pas. Il faut aussi poser la question, pourquoi? Quelle serait la société s'il n'y a pas de loi? Nous avons montré que ce qui rend possible, d'accord, la cohabitation, ce n'est pas seulement les lois, mais l'autorité qui oblige les hommes à respecter ces lois. Mais une fois de plus, on essaie d'imaginer un ensemble des individus qui vivent ensemble. Malgré leurs différences, ils vivent ensemble, d'accord? Ils ont choisi de vivre ensemble parce que c'est la nature qui les a obligés. Et s'il n'y a pas de loi, que va-t-il se passer? Très bien. Désolé, je suis allé chercher, ramener les livres les livres de philosophie, dans lesquels se trouvent les textes d'Aristote, un texte très pertinent qui montre l'importance de la société pour l'individu, un texte qui justifie cette formule magique d'Aristote, l'homme est un animal politique. Aristote, contrairement à Platon, préférait définir l'homme par la politique, alors que Platon a défini l'homme comme étant un animal raisonnable, un animal doté de raison, et grâce à cette faculté, il va s'arracher aux pulsions, d'accord, qui le poussent à se rapprocher de l'animal. Mais Aristote va montrer que ce comportement, justement, qui nous rapproche de l'animal, qui fait notre humanité, d'accord, n'est pas réalisé grâce à la raison, mais cette raison ne se développe que pour celui qui vit dans la cité, parce que c'est la société qui nous instruit, c'est la société qui nous permettra de développer ses potentialités, parce que c'est une qualité, la raison. C'est une qualité, justement, qui permet à l'homme d'accéder à la connaissance, de s'arracher à l'ignorance, justement, parce que lorsqu'on est ignorant, justement, on ne peut pas maîtriser ce qu'on ignore. Mais pour maîtriser une chose, il faut pouvoir les connaître, d'accord? La connaissance, selon Descartes, est la condition qui permet à l'homme d'imposer sa domination sur quelque chose.
Ce texte d'Aristote qui a pour titre L'homme est un animal politique est composé, les fragments, l'extrait est composé de 4 paragraphes. Dans le premier paragraphe, il définit qu'est-ce qu'est la communauté. La communauté, justement, est un ensemble des individus qui vivent ensemble, qui ont choisi librement de vivre ensemble et qui habitent dans une cité. Et qu'est-ce qu'est la cité? C'est un lieu, d'accord, habité par des individus, d'accord, un point de départ pour agir sur le monde et pour se reposer. Un lieu qui est autonome à l'égard de l'extérieur parce que tout ce dont l'individu a besoin est produit justement par la cité. Elle permet de vivre et surtout de bien vivre. Ça, c'est la présentation. Dans le deuxième paragraphe, de façon hypothétique, Aristote nous propose de se représenter justement un être qui ne vit pas dans la communauté parce qu'il a choisi de ne pas vivre dans la communauté. Il va dans ce paragraphe emprunter un vers à Homère. Homère est un poète justement de son époque. Celui qui vit justement en dehors de la cité et sans lignage. Lignage, le mot lignage, d'accord? Sans loi, sans foyer. Lignage, peut-être qu'il n'est pas habillé. Lignage, c'est-à-dire qu'il n'a pas une identité, d'accord? Qu'il n'est pas lié à d'autres gens justement qui fait que la famille, par exemple, a une identité. Ou, par exemple, sans loi, n'obéit à aucune loi, d'accord? N'obéit à quoi? Les lois sont, par exemple, morales, les lois moraux, les lois de la société, les lois politiques, les lois donc ils obéissent aux lois de la nature. Alors, tout ce qu'ils font, justement, c'est de survivre. Pour survivre, l'animal utilise sa force. Donc, cet être n'est pas différent de l'animal. Et ensuite, sans foyer, d'accord? Celui qui vient de la communauté, il n'a pas de foyer parce que, tout comme l'animal, justement, la jungle, c'est sans foyer. Donc, il va d'un point à un autre, d'accord, pour avoir la possibilité de revenir, justement, d'accord, sur un lieu qu'il considère comme étant son foyer parce que la jungle entièrement est, justement, sans foyer. Et ensuite, dans le troisième paragraphe, le paragraphe le plus important, Aristote va justifier justement, va montrer d'abord que celui qui vit en dehors de la cité, justement, tout ce qu'il sait faire, c'est la guerre, d'accord, parce qu'il est passionné de guerre, il aime se battre, d'accord, c'est son langage, et c'est ainsi qu'il impose justement sa place dans son milieu, comme l'animal, d'accord, la violence. Et ensuite, c'est pourquoi il est évident que l'homme est un animal politique. Donc, s'il définit l'homme comme étant un animal politique, ça veut dire qu'il est en train de démontrer que l'homme est un être, à la différence des autres êtres qui est destiné à vivre dans une cité. Parce que dans une cité, justement, c'est le lieu de la civilisation, la cité. Dans une cité, par exemple, il y a les traces de nos ancêtres, d'accord? Les lois qui existent, justement, existent depuis longtemps. Ils ont été à chaque fois améliorés pour améliorer les conditions dans lesquelles on vit. Dans une cité, par exemple, il y a des principes, il y a des institutions, par exemple. La cité, par exemple, est composée des êtres, justement, qui nous apprennent, justement, qui nous éduquent, justement, qui nous apprennent, justement, à faire la différence entre les biens et les mal, qui nous apprennent, justement, à faire la distinction entre les vrais et les faux, justement, alors que l'animal est habité par un certain nombre, d'accord, de sang. Le langage, la société nous apprend à parler, d'accord, nous apprend à parler. Même si, oui, nous avons dit que l'homme est le seul être qui est capable de parole, d'accord? Parce que c'est au moyen de la parole qu'il va exprimer ses idées, ses sentiments, non seulement ses sentiments, mais ses idées. Mais c'est la société qui lui apprend à parler. Le langage humain, il est acquis. Et si l'homme n'est pas né dans une cité, il ne peut apprendre. Par exemple, à ce niveau, j'ai l'habitude de prendre comme personnage, justement comme exemple, un personnage emprunté à la fiction. C'est Tarzan. Tarzan n'a jamais existé. C'est une fiction. Mais est-ce que Tarzan parle? Non. Pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il a vécu avec les animaux. Tout comme les animaux, il utilise des sons. Si par exemple, on isole un animal de sa communauté, il va développer parce que ce qu'il doit être est inscrit dans sa constitution génétique. Alors que l'homme, non, ce qu'il doit être dépend des conditions dans lesquelles il évolue. Si il vit justement dans une communauté japonaise, il va apprendre le japonais. D'accord? On apprend à parler, alors que le langage animal, il est inné. Chaque animal est habité par un certain nombre justement des traits génétiques qu'il va développer malgré les circonstances dans lesquelles il vit. Alors que l'homme, non, dépend du milieu. Il devient ce que la nature. On rejoint par ici la conception marxiste, mais qui prive l'homme de liberté. Parce que pour Marx, l'homme n'est pas libre, il est le produit de la société. Alors qu'ici, justement, Aristote considère que la société, justement, élabore un certain nombre de conventions qui vont permettre à l'homme de développer ses potentiels. Dans la tradition aristotélicienne, les choses passent de la puissance à la... On est ce qu'on est naturellement, mais on a besoin d'un certain nombre de choses pour que cette nature puisse se développer. Par exemple, l'homme est capable de parler, mais il a besoin de vivre dans une communauté des êtres qui parlent pour pouvoir justement apprendre à parler, parce qu'on apprend à parler comme on apprend à marcher. Par exemple, une graine en puissance, c'est un arbre, mais en réalité, ce n'est pas un arbre. Une graine, c'est une graine. Mais pour pouvoir devenir, vous voyez, les passages de la puissance à l'acte, de l'état latent à l'état, d'accord, à l'action.
Donc, pour qu'une graine puisse devenir un arbre, elle a besoin de ses minéraux, elle a besoin de la terre, elle a besoin de l'eau, elle a besoin du soleil. Vous voyez, si on rassemble ces conditions, elle va se développer pour devenir une plante et ensuite un arbre. Et à son tour, d'accord, produire d'autres graines. De la même manière aussi, l'homme justement a besoin, parce qu'il est destiné, sans la cité, il n'est rien. Sans la cité, il n'est rien. Donc c'est grâce à la cité, c'est grâce aux conditions justement créées par les citoyens qu'il va pouvoir aspirer au bonheur. Parce que la finalité de cette organisation, contrairement à ce que pense Platon, Aristote considère que c'est le bien-être. L'homme ne vit pas dans une cité pour survivre, pour faire justement parce qu'il craint la nature. Non, il peut vivre de la chasse et de la quête. Non, il veut bien vivre. C'est la finalité de la vie humaine. La société lui apprend justement à distinguer le bien du mal. Dès le plus jeune âge, au moyen de la parole, on le dit. La cité, justement, lui permet bien sûr de comprendre. À la fin, dans ce texte, Aristote parle de la justice, qu'il considère comme étant les piliers sur lesquels repose la société. On peut imaginer une société sans État. On peut imaginer une société sans souverain. On peut imaginer une société sans président. Mais jamais une société sans justice. Qu'est-ce que la justice? Il parle de la justice. Qu'est-ce qui nous permet d'être juste? Lié à la morale, la justice est considérée comme étant cette tendance justement à vouloir faire ce qui est bien et à ne pas accepter ce qui n'est pas bien. Donc la justice est considérée comme étant les piliers. La justice est une institution sociale. Elle est morale. Elle est celle qui intervient en cas de litige entre les individus qui vivent ensemble, parce que ce n'est pas les litiges qui mentent. Comment va-t-elle procéder? Ce sera notre prochain débat, parce que les lois ne suffisent pas. Justice vient du latin juste veut dire droit. Donc s'il y a justice, il y a droit. Mais s'il n'y a pas justice, il ne peut pas y avoir de droit. Il y aura seulement des obligations, justement, des lois à respecter qui s'imposent à nous et malgré nous. L'homme ne peut pas, justement, être soumis à la force. Parce que parfois, justement, il est poussé à vouloir, d'accord, sacrifier sa vie, même au péril de sa vie, justement. Il va revendiquer ce qu'il y a le plus humain chez nous, la liberté. Mais il n'y a de liberté que s'il y a justice. Il n'y a une société juste que s'il y a des hommes qui, d'accord, main dans la main, d'accord, ont pour but de créer une communauté d'individus qui se respectent mutuellement parce qu'on respecte la condition, la nature humaine. Chers amis, nous allons arrêter à ce niveau notre cours sur la justice, sur la société. Et dans une autre séquence, essayer de continuer justement, de converger la problématique vers l'État. Donc, en essayant de répondre à la question suivante. Imagine qu'un ensemble des individus vivent ensemble dans une cité. Imagine qu'une société est constituée, d'accord, ils vivent ensemble, et qu'on décide qu'il n'y ait pas de loi. Sur quoi cette situation va-t-elle déboucher? Donc nous allons comprendre justement, décrire cette situation, d'accord, et ensuite montrer comment les hommes ont décidé de vivre justement soumis à des institutions. Mais est-ce que cette soumission aux lois, d'accord, sera considérée comme étant une dépossession de la liberté? Donc nous allons faire intervenir un philosophe, d'accord, considéré comme étant le théoricien de l'État, Thomas Hobbes, d'accord, qui pense que si l'homme, justement, est soumis à une autorité, c'est au détriment de sa liberté. Merci et à la prochaine.